Imagine un instant que tu te retrouves dans une situation banale, peut-être au bureau, peut-être chez toi, peut-être dans la rue. Quelqu'un te bouscule légèrement en passant à côté de toi et avant même que tu aies eu le temps de réfléchir, avant même que tu aies pu évaluer ce qui vient de se passer, les mots sortent de ta bouche de manière automatique, presque réflexe. Tu dis pardon, tu t'excuses, toi, alors que c'est l'autre qui t'a bousculé, est-ce que ça te parle? Est-ce que tu reconnais ce mouvement intérieur, cette impulsion à te mettre en retrait, à prendre la responsabilité de quelque chose qui ne t'appartient pas vraiment? Si c'est le cas, je voudrais que tu saches que tu n'es pas seul dans cette expérience. Loin de là, et c'est précisément de cela dont je voudrais qu'on parle aujourd'hui, ensemble, tranquillement, sans jugement. Je suis Christophe André, psychiatre et auteur, et depuis de nombreuses années, j'accompagne des personnes dans leur chemin intérieur. Et parmi les thèmes qui reviennent le plus souvent dans mon cabinet, dans mes échanges, dans les lettres que je reçois, il y a cette tendance que beaucoup de personnes ont à s'excuser en premier, à s'effacer, à minimiser leur propre place dans le monde. Ce n'est pas un détail, ce n'est pas une simple question de politesse ou de bonne manière. C'est quelque chose de beaucoup plus profond. Quelque chose qui parle de la façon dont tu te perçois toi-même, de la valeur que tu te donnes, de la relation que tu entretiens avec les autres et avec toi-même. Aujourd'hui, je voudrais qu'on explore ensemble ce territoire, pas pour te faire sentir coupable de quelque chose que tu fais sans même t'en rendre compte, pas pour te convaincre que tu dois changer radicalement, mais pour t'inviter à regarder de plus près ce qui se passe en toi quand tu t'excuses de manière automatique, quand tu t'effaces avant même qu'on te le demande, quand tu places le confort des autres systématiquement avant le tien. Parce que comprendre, c'est déjà le début d'une transformation. Et cette transformation, elle n'a pas besoin d'être brutale. Elle peut être douce, progressive, respectueuse de qui tu es et de tout ce que tu as traversé pour devenir la personne que tu es aujourd'hui. Alors installe-toi confortablement, laisse-toi porter par ce moment. Et partons ensemble dans cette exploration de nous-mêmes avec toute la bienveillance et la curiosité que nous méritons. Commençons par une question simple mais qui mérite qu'on s'y arrête vraiment. Pourquoi est-ce que certaines personnes s'excusent-elles si souvent? Pourquoi cette tendance à dire pardon, à se justifier, à se mettre en retrait, même lorsque la situation ne le requiert pas vraiment? La réponse courte serait de dire que c'est une question d'éducation, de culture, de politesse. Et il y a une part de vérité là-dedans. Dans certaines cultures, dans certaines familles, on apprend très tôt que s'excuser est un signe de bonne éducation, que reconnaître ses torts est une vertu, que la modestie est une qualité précieuse. Et tout cela est vrai dans une certaine mesure. Mais la réponse longue, la réponse honnête, la réponse qui nous intéresse vraiment aujourd'hui, c'est que derrière cette habitude de s'excuser en premier, il y a souvent quelque chose de beaucoup plus intime. Il y a des blessures, il y a des croyances profondément ancrées sur ce qu'on mérite, sur ce qu'on vaut, sur la place qu'on a le droit d'occuper dans le monde. Laisse-moi te raconter quelque chose. Dans ma pratique, j'ai rencontré une femme, appelons-la Marie, une femme intelligente, compétente, aimante, qui s'excusait pour absolument tout. Elle s'excusait d'arriver à l'heure parce qu'elle craignait d'avoir fait attendre quelqu'un. Elle s'excusait de donner son avis parce qu'elle avait peur que cela dérange. Elle s'excusait d'exister, en quelque sorte de prendre de la place, d'avoir des besoins, des désirs, des opinions. Et quand je lui ai demandé un jour pourquoi elle faisait cela, elle a réfléchi un long moment et puis elle m'a dit quelque chose de bouleversant. Elle m'a dit « je ne sais pas vraiment si j'ai le droit d'être là ». Cette phrase « je ne sais pas si j'ai le droit d'être là », elle résume quelque chose d'essentiel sur ce que vivent beaucoup de personnes qui s'excusent en permanence. Ce n'est pas de la politesse. C'est une question existentielle. C'est une incertitude profonde sur leur propre légitimité. Et cette incertitude, d'où vient-elle? Comment se forme-t-elle? C'est ce que je voudrais explorer avec toi maintenant. Tout commence en grande partie dans l'enfance. Pas parce que nos parents ont nécessairement fait quelque chose de terrible, pas parce que notre enfance a forcément été traumatique, mais parce que c'est dans ces premières années de vie que se forment les croyances les plus fondamentales sur nous-mêmes et sur le monde. Quand un enfant grandit dans un environnement où ses besoins ne sont pas toujours reconnus, où ses émotions sont minimisées ou ignorées, où il doit constamment s'adapter aux humeurs et aux besoins des adultes qui l'entourent, cet enfant apprend quelque chose. Il apprend que ses propres besoins sont moins importants que ceux des autres. Il apprend que pour être aimé, pour être accepté, il doit se faire petit. Il doit ne pas déranger. Il doit anticiper les besoins de ceux qui l'entourent et y répondre avant même qu'il les exprime. Et cette stratégie qui était peut-être une stratégie de survie dans l'enfance qui permettait à cet enfant de maintenir un lien avec ses parents, de se sentir en sécurité, de naviguer dans un environnement parfois
Imprévisible, cette stratégie devient une habitude. Elle s'inscrit dans le corps, dans les réflexes, dans la façon de réagir aux situations. Et à l'âge adulte, elle continue de fonctionner de manière automatique, même quand elle n'est plus nécessaire, même quand elle nous coûte quelque chose. Voilà pourquoi tu t'excuses en premier, pas parce que tu es faible. Pas parce que tu manques de caractère, mais parce que quelque part, à un moment de ta vie, tu as appris que c'était la meilleure façon de rester en sécurité, d'être aimé, d'appartenir à quelque chose. Et maintenant, cette leçon apprise si tôt, elle se rejoue dans chaque interaction, dans chaque relation, dans chaque situation où tu te sens potentiellement en faute, même quand tu ne l'es pas vraiment. Il y a quelque chose d'important que je veux souligner ici. Cette tendance à s'excuser en premier n'est pas un signe de faiblesse morale. Ce n'est pas quelque chose dont tu dois avoir honte. C'est une réponse humaine, compréhensible à des expériences qui ont façonné qui tu es. Et la première étape, toujours, c'est de comprendre avec bienveillance, de regarder cette partie de toi, non pas avec du jugement, mais avec de la curiosité et de la compassion. Parce que cette partie de toi qui s'excuse, cette partie de toi qui se met en retrait, elle a essayé de te protéger. Elle a essayé de maintenir des liens, de préserver la paix, d'éviter les conflits. Elle a fait de son mieux avec ce qu'elle avait et maintenant peut-être il est temps de lui offrir quelque chose de nouveau. Continuons notre exploration. Parlons maintenant de ce que les psychologues appellent l'estime de soi. Ce mot est utilisé très souvent, parfois à tort et à travers, mais il désigne quelque chose de très concret, de très tangible dans notre vie quotidienne. L'estime de soi, c'est la valeur que tu te donnes. C'est la réponse intérieure à la question « Est-ce que je mérite d'être là? Est-ce que je mérite d'être écouté, d'être respecté, d'avoir mes besoins pris en compte? Est-ce que je mérite de prendre de la place dans ce monde ?» Et voilà le lien direct avec notre souhait d'aujourd'hui. Les personnes qui s'excusent systématiquement en premier ont souvent une estime de soi fragile. Pas nulle, pas inexistante, mais fragile, conditionnelle, dépendante du regard des autres, de leur approbation, de leur validation. Ce que j'observe souvent, c'est que ces personnes ont développé ce que j'appelle une estime de soi contingente, c'est-à-dire une estime de soi qui dépend de facteurs externes. Je me sens bien dans ma peau quand les autres sont contents de moi. Je me sens bien dans ma peau quand je n'ai dérangé personne. Je me sens bien dans ma peau quand j'ai été utile, quand j'ai rendu service, quand j'ai répondu aux attentes. Et le problème avec cette forme d'estime de soi, c'est qu'elle est extrêmement fragile parce qu'elle dépend de choses que tu ne contrôles pas. Tu ne contrôles pas les humeurs des autres, tu ne contrôles pas leur satisfaction, tu ne contrôles pas leur regard sur toi. Et donc tu vis dans une forme d'anxiété permanente, une vigilance constante, un état d'alerte qui te demande une énergie considérable. S'excuser en premier, c'est une façon de gérer cette anxiété. C'est une façon de dire je prends les devants, je me mets en faute avant que tu puisses me mettre en faute. Comme ça, je garde un certain contrôle sur la situation. C'est une stratégie de régulation émotionnelle, même si elle n'est pas toujours consciente. Pense à un moment où tu t'es excusé de quelque chose que tu n'avais pas vraiment fait. Comment tu te sentais avant de t'excuser ? Probablement un peu tendu, un peu anxieux, peut-être même effrayé d'une façon difficile à nommer, et après l'excuse, probablement un peu soulagé, même si ce soulagement était des courtes durées. C'est exactement ce mécanisme. L'excuse apporte un soulagement temporaire à une anxiété réelle. Et ce soulagement renforce le comportement, ce qui fait que la prochaine fois, tu t'excuses encore plus facilement, encore plus automatiquement. C'est un cercle, et pour en sortir, il faut d'abord le voir clairement. Si ce que je partage avec toi résonne en toi, si tu te reconnais dans ces mots, je t'invite à continuer à m'écouter. Et peut-être aussi à laisser un like à cette vidéo et à t'abonner à la chaîne. C'est une façon simple de me dire que ce travail a du sens et ça m'encourage à continuer à partager ces réflexions avec toi. Revenons à notre exploration. Nous avons parlé de l'enfance, de l'estime de soi, du mécanisme de l'excuse comme stratégie de régulation. Maintenant, j'aimerais qu'on aille un peu plus loin et qu'on parle de quelque chose que j'appelle la peur du conflit, parce que derrière beaucoup d'excuses automatiques, il y a cette peur, la peur de déplaire, la peur de froisser. La peur de provoquer une réaction négative chez l'autre, la peur du conflit, même d'un conflit imaginaire, même d'un conflit qui n'existe que dans ta tête. Cette peur est très compréhensible. Le conflit est inconfortable pour tout le monde. Personne n'aime vraiment les tensions, les désaccords, les moments où les relations se compliquent. Mais pour certaines personnes, cette peur est tellement intense qu'elle gouverne une grande partie de leur comportement et de leurs décisions. Pourquoi certaines personnes ont-elles une peur du conflit plus intense que d'autres? Encore une fois, l'histoire personnelle joue un rôle majeur.
Si tu as grandi dans un environnement où les conflits étaient dangereux, où les tensions familiales étaient source de violence, de rejet, de punition, alors ton système nerveux a appris à associer le conflit à un danger réel. Et maintenant, même face à un désaccord bénin, même face à une situation où tu aurais parfaitement le droit de te défendre ou d'exprimer ton point de vue, ton corps réagit comme si tu étais en danger. C'est ce qu'on appelle une réponse conditionnée. Ton cerveau a appris une leçon dans le passé, il continue de l'appliquer dans le présent, même quand les circonstances ont changé. Et s'excuser en premier, c'est une façon d'éviter ce danger perçu. C'est une façon de désamorcer le conflit avant même qu'il commence. C'est dire je me range, je ne suis pas une menace, tu n'as pas besoin de te défendre contre moi, nous pouvons rester en paix. Mais voilà le paradoxe. En t'excusant systématiquement pour éviter le conflit, tu crées un autre type de tension, une tension intérieure. Tu accumules des ressentiments non exprimés, tu accumules des besoins non satisfaits. Tu accumules une frustration de ne jamais pouvoir être vraiment toi-même, de ne jamais pouvoir dire ce que tu penses vraiment, de ne jamais pouvoir défendre ce qui est important pour toi. Et cette tension intérieure, elle finit par trouver une sortie d'une façon ou d'une autre, parfois sous forme d'irritabilité, de fatigue, d'épuisement. Parfois sous forme de dépression, parce que la dépression est souvent une colère qui s'est retournée contre soi-même. Parfois sous forme d'explosion émotionnelle soudaine qui surprennent tout le monde, y compris toi-même, parce que tu as tellement accumulé que la pression finit par faire sauter le couvercle. Il y a une image que j'aime beaucoup pour illustrer cela. Imagine une casserole d'eau qui chauffe sur un feu. Si tu laisses la vapeur s'échapper progressivement, la pression reste gérable. Mais si tu mets un couvercle hermétique et que tu ne laisses jamais la vapeur sortir, à un moment, la casserole explose. Et les excuses automatiques, les effacements permanents, les besoins non exprimés, c'est ce couvercle hermétique, tu empêches la vapeur de sortir et un jour quelque chose explose. Alors qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Comment est-ce qu'on commence à changer ce pattern? Parce que c'est bien beau de comprendre d'où vient ce comportement, mais la vraie question, la question qui nous intéresse tous, c'est comment est-ce qu'on fait pour vivre différemment? Je voudrais te proposer quelque chose, pas une liste de conseils pratiques à appliquer immédiatement, pas une méthode en 5 étapes qui va tout changer du jour au lendemain, mais quelque chose de plus fondamental, quelque chose qui touche à la racine du problème. La première chose, c'est de développer ce que j'appelle une présence bienveillante à toi-même, c'est-à-dire apprendre à te regarder, à t'observer avec la même bienveillance que tu offrirais à un ami qui traverse quelque chose de difficile. Parce que souvent, les personnes qui s'excusent en permanence sont extraordinairement bienveillantes avec les autres. Elles sont attentives, elles sont empathiques, elles sont généreuses. Mais elles se traitent elles-mêmes avec une sévérité qu'elles n'appliqueraient jamais à quelqu'un qu'elles aiment. Imagine que ton meilleur ami te raconte qu'il s'est excusé pour quelque chose qu'il n'avait pas fait. Est-ce que tu lui dirais « tu es vraiment stupide, tu es faible, tu n'as aucun caractère » ? Bien sûr que non. Tu lui dirais probablement quelque chose de doux, de compréhensif. Tu lui dirais « c'est normal, tu as agi par habitude, par protection, tu es quelqu'un de bon. Peut-être qu'on peut réfléchir ensemble à comment faire différemment la prochaine fois. » Eh bien, c'est exactement ce dont tu as besoin. Cette voix douce, compréhensive, bienveillante, tu dois apprendre à te l'adresser à toi-même. Ce n'est pas de la faiblesse, ce n'est pas du narcissisme. C'est de la santé psychologique, c'est reconnaître que tu mérites la même compassion que tu accordes si facilement aux autres. Parlons maintenant d'un concept que je trouve particulièrement utile dans ce contexte. C'est le concept de l'affirmation de soi, pas l'agressivité, pas l'arrogance, pas l'égoïsme, mais l'affirmation de soi. La capacité à exprimer ses besoins, ses opinions, ses limites de manière claire, calme et respectueuse. L'affirmation de soi, c'est le juste milieu entre deux extrêmes. D'un côté, il y a la passivité, l'effacement, les excuses permanentes, le fait de toujours mettre ses propres besoins après ceux des autres. De l'autre côté, il y a l'agressivité, l'imposition, le fait de ne tenir compte que de ses propres besoins au détriment de ceux des autres. Et entre ces deux extrêmes, il y a un espace où tu peux dire ce que tu penses, exprimer ce que tu ressens, défendre ce qui est important pour toi, tout en restant respectueux de l'autre. Cet espace, c'est l'affirmation de soi. Et voilà quelque chose d'important à comprendre. S'affirmer, ce n'est pas être égoïste. S'affirmer, c'est en fait une forme de respect envers toi-même et envers l'autre. Parce que quand tu ne t'affirmes pas, quand tu t'effaces en permanence, tu ne donnes pas à l'autre une image vraie de toi.
Tu lui donnes une image déformée, une image de quelqu'un qui n'a pas de besoins, pas d'opinion, pas de limites. Et cette image faussera la relation moins authentique, moins profonde, moins vraie. Quand tu t'affirmes, quand tu dis « voilà ce que je pense, voilà ce dont j'ai besoin, voilà ce qui est important pour moi », tu invites l'autre à te connaître vraiment. Et c'est là que les vraies relations peuvent se construire. Faisons une petite pause dans notre exploration. Si tu écoutes ceci depuis un moment et que tu te reconnais dans ce que je décris, je t'invite à prendre un instant pour respirer, pour sentir tes pieds sur le sol, pour prendre conscience de ton corps dans l'espace. Et si ce contenu t'aide, si ces réflexions ont du sens pour toi, pense à laisser un like et à t'abonner à la chaîne. C'est un geste simple qui me permet de continuer à partager ces réflexions avec toi et avec tous ceux qui en ont besoin. Continuons. Je voudrais maintenant te parler d'un autre aspect de cette tendance à s'excuser un premier. Un aspect qu'on aborde moins souvent mais qui est pourtant très important. C'est la question de l'identité. Quand on s'excuse en permanence, quand on s'efface systématiquement, quand on place toujours les besoins des autres avant les siens, on finit par perdre le fil de qui on est vraiment. On finit par ne plus savoir ce qu'on pense, ce qu'on ressent, ce qu'on veut. Parce qu'on a passé tellement de temps et d'énergie à s'adapter aux autres, à anticiper leurs besoins, à répondre à leurs attentes qu'on n'a plus beaucoup d'espace pour se demander ce qui est vrai pour soi. C'est ce que j'appelle la dissolution de soi. Progressivement, par petites touches, on efface les contours de sa propre personnalité. On dit oui quand on veut dire non. On fait semblant d'être d'accord quand on ne l'est pas. On minimise ses propres besoins jusqu'à ne plus les reconnaître. Et un jour, on se retrouve à ne plus savoir qui on est vraiment, à ne plus savoir ce qu'on veut, à ne plus savoir ce qui nous rend heureux. J'ai rencontré un homme, appelons-le Thomas, qui était venu me consulter pour une dépression. Et au cours de nos échanges, il m'a dit quelque chose qui m'a beaucoup touché. Il m'a dit « je ne sais plus ce que j'aime. Je ne sais plus ce qui me fait plaisir. » J'ai passé tellement d'années à m'adapter à tout le monde, à ne jamais décevoir personne, à toujours être disponible, que je ne sais plus qui je suis quand personne ne me demande rien. Cette phrase « je ne sais plus qui je suis quand personne ne me demande rien », elle illustre parfaitement ce que je veux dire. Quand ton identité est construite autour de la réponse aux besoins des autres, quand ton sens de toi-même dépend de ta capacité à être utile, à être agréable, à ne pas déranger, alors dans les moments de solitude, dans les moments de silence, tu te retrouves face à un vide. Parce que tu n'as pas développé cette relation à toi-même, cette connaissance intime de qui tu es indépendamment du regard des autres. Et c'est une forme de souffrance très particulière, très subtile, difficile à nommer. Ce n'est pas une douleur aiguë, c'est plutôt une sorte de vide, une impression de flotter, de ne pas avoir de centre de gravité. Alors comment est-ce qu'on reconstruit ce centre de gravité ? Comment est-ce qu'on retrouve le fil de soi-même ? Je crois que cela commence par quelque chose de très simple, mais qui demande de la pratique et de la patience. Cela commence par apprendre à s'écouter, pas les autres. Soi-même, concrètement, cela peut vouloir dire prendre quelques minutes chaque jour pour se demander comment je me sens vraiment, pas comment je devrais me sentir, pas comment les autres pensent que je me sens. Mais comment je me sens, moi, dans mon corps, dans mon cœur, dans ma tête. Cela peut vouloir dire remarquer ses propres préférences, même les plus petites. Est-ce que j'ai envie de thé ou de café ce matin ? Est-ce que j'ai envie de silence ou de musique ? Est-ce que j'ai envie de compagnie ou de solitude ? Ces petites questions peuvent sembler anodines, mais elles sont en réalité des exercices et d'écoute de soi. Elles t'entraînent à être attentif à ta propre expérience intérieure. Et progressivement, en pratiquant cette écoute de soi dans les petites choses, tu deviens capable de l'appliquer dans les choses plus grandes. Tu deviens capable de remarquer quand une situation ne te convient pas, tu deviens capable de reconnaître tes propres besoins et de les exprimer. Tu deviens capable de dire non quand tu veux dire non, et oui quand tu veux vraiment dire oui. Ce n'est pas un processus rapide, ce n'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain, mais chaque petit pas compte. Chaque fois que tu t'écoutes, chaque fois que tu honores une de tes préférences, chaque fois que tu choisis ta propre vérité plutôt que la facilité de l'effacement, tu te rappelles à toi-même que tu existes et que tu comptes, que tu mérites d'être là. Je voudrais maintenant aborder un aspect qui me tient particulièrement à cœur, parce qu'il est souvent mal compris. C'est la différence entre s'excuser par sincérité et s'excuser par peur. Il y a des excuses qui sont belles, qui sont nécessaires, qui sont le signe d'une vraie maturité émotionnelle. Quand tu as blessé quelqu'un, quand tu as fait une erreur, quand tu as agi d'une façon qui n'était pas alignée avec tes valeurs, présenter des excuses sincères est un acte courageux et généreux. C'est reconnaître ta part de responsabilité, c'est montrer que tu tiens à la relation, que tu respectes l'autre,
que tu es capable de te remettre en question. Ces excuses-là sont précieuses, elles ont une valeur réelle. Elles contribuent à réparer les liens, à restaurer la confiance, à approfondir les relations, mais ce dont nous parlons aujourd'hui, ce sont les autres excuses. Celles qui viennent non pas d'une reconnaissance sincère d'une faute réelle, mais d'une peur. La peur de déplaire, la peur du conflit, la peur de ne pas être assez bien, la peur d'être rejeté. Ces excuses-là ne réparent en rien, elles ne renforcent en rien, elles sont simplement une façon de gérer une anxiété, de calmer une peur, et la différence entre les deux, elle se scène dans le corps. Une excuse sincère, une vraie reconnaissance d'une faute réelle, elle s'accompagne d'une forme de légèreté après. Tu te sens soulagé, tu te sens plus proche de l'autre, tu te sens en accord avec toi-même. Une excuse par peur, elle s'accompagne souvent d'un sentiment de malaise, d'une légère amertume, d'une impression d'avoir cédé quelque chose de toi-même sans vraiment avoir eu le choix. Apprendre à distinguer ces deux types d'excuses, c'est un travail important. C'est apprendre à te demander, avant de dire pardon, est-ce que j'ai vraiment quelque chose à me reprocher ici? Est-ce que j'ai vraiment causé du tort à quelqu'un? Ou est-ce que je m'excuse simplement parce que la situation me rend anxieux, parce que j'ai peur de la réaction de l'autre, parce que mon réflexe automatique me dit de me mettre en retrait? Cette question simple, est-ce que j'ai vraiment quelque chose à me reprocher ici, peut faire une grande différence. Elle crée un espace entre le stimulus et la réponse. Elle te donne le temps de choisir plutôt que de simplement réagir. Et parfois, la réponse à cette question sera oui, j'ai vraiment fait quelque chose qui méritait des excuses. Et dans ce cas, tu t'excuses avec sincérité et avec la tête haute. Et parfois, la réponse sera non. Je n'ai rien fait de mal ici, je réagis simplement par habitude, par peur. Et dans ce cas, tu peux choisir de ne pas t'excuser ou de dire autre chose. Quelque chose de plus vrai, de plus aligné avec ce que tu ressens vraiment. Cela m'amène à parler d'une compétence que j'aimerais que tout le monde développe et que je considère comme fondamentale pour le bien-être psychologique. C'est la capacité à tolérer l'inconfort relationnel. Parce que souvent, la raison pour laquelle on s'excuse en premier, c'est qu'on ne supporte pas l'inconfort de la tension, même d'une tension minime, même d'une tension imaginaire. On préfère se mettre en faute, s'effacer, capituler, plutôt que de rester dans cet espace inconfortable où il y a peut-être un désaccord, peut-être une tension, peut-être une déception de l'autre. Mais voilà ce que j'ai appris au fil des années et ce que j'essaye de transmettre à mes patients. L'inconfort relationnel n'est pas un danger. C'est une partie normale, inévitable, même nécessaire de toute relation authentique. Les relations qui n'ont jamais de tension, jamais de désaccord, jamais de moments difficiles sont souvent des relations où quelqu'un s'efface complètement pour maintenir une paix artificielle. Les vraies relations, les relations profondes et durables, elles incluent des moments de friction. Elles incluent des désaccords, des négociations, des moments où deux personnes voient les choses différemment et doivent trouver un chemin ensemble. Et traverser ces moments sans fuir, sans s'effacer, sans s'excuser de choses qu'on n'a pas faites. C'est ce qui renforce les liens et approfondit les relations. Alors apprendre à tolérer cet inconfort, apprendre à rester présent dans une tension sans immédiatement la résoudre en te sacrifiant, c'est un apprentissage précieux, un apprentissage qui demande du courage, un apprentissage qui demande de la pratique, mais un apprentissage qui vaut vraiment la peine. Si tu m'écoutes depuis le début et que tu trouves ces réflexions utiles, je t'invite vraiment à t'abonner à la chaîne et à laisser un commentaire pour me dire ce qui résonne le plus pour toi. Vos retours sont précieux. Ils m'aident à comprendre ce dont vous avez besoin et à continuer à créer du contenu qui a du sens. Parlons maintenant de quelque chose que je trouve fascinant et qui est souvent lié à cette tendance à s'excuser en permanence. C'est ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Tu as peut-être entendu ce terme. Le syndrome de l'imposteur, c'est cette conviction intérieure que tu ne mérites pas vraiment à la hauteur, que tu ne mérites pas vraiment ta place, que tu as eu de la chance ou que tu as trompé tout le monde et qu'un jour quelqu'un va s'en rendre compte et te démasquer. Ce syndrome touche des personnes très compétentes, très intelligentes, très accomplies. Et il se manifeste souvent par cette tendance à minimiser ses propres réussites, à attribuer ses succès à des facteurs externes comme la chance ou l'aide des autres et à surattribuer ses échecs à des défauts. Personnel. Et bien sûr, les personnes qui souffrent du syndrome de l'imposteur s'excusent beaucoup. Elles s'excusent de prendre de la place, elles s'excusent de donner leur avis, elles s'excusent d'avoir réussi parfois. Elles s'excusent d'exister dans des espaces où elles ont pourtant tout à fait leur place. Ce que j'observe dans ma pratique, c'est que le syndrome de l'imposteur et la tendance à s'excuser en permanence ont souvent la même racine.
Ils viennent tous les deux d'une même croyance fondamentale, d'une même conviction profonde qui dit « je ne suis pas assez bien, je ne mérite pas vraiment ce que j'ai, je dois constamment prouver ma valeur ». Et si je ne fais pas attention, si je prends trop de place, si j'affirme trop clairement ma présence, les autres vont voir que je suis un imposteur. Cette croyance, elle est presque toujours fausse. Elle est presque toujours le résultat d'une histoire, d'expériences passées, des messages reçus dans l'enfance, mais elle se sent tellement vraie de l'intérieur qu'il est difficile de la remettre en question. Comment est-ce qu'on commence à la remettre en question? Comment est-ce qu'on commence à se libérer de cette conviction que je ne mérite pas vraiment ma place? Je crois que cela commence par ce que j'appelle la collecte des preuves, pas les preuves de ton incompétence, que ton cerveau cherche naturellement et trouve très facilement, mais les preuves de ta valeur, de tes compétences, de tes qualités. Concrètement, cela peut vouloir dire tenir un journal où tu notes chaque jour une chose que tu as bien faite, une qualité que tu as montrée, un moment où tu as été à la hauteur, pas pour te vanter, pas pour te convaincre que tu es parfait, mais pour rééquilibrer cette tendance naturelle du cerveau à se concentrer sur les aspects négatifs et à ignorer les aspects positifs. Parce que notre cerveau a ce que les psychologues appellent un biais de négativité. Il est naturellement plus attentif aux informations négatives qu'aux informations positives. C'est un héritage évolutif, une façon de rester en alerte face au danger. Mais dans notre vie moderne, ce biais nous joue des tours. Il nous fait voir nos défauts beaucoup plus clairement que nos qualités. Il nous fait nous souvenir de nos échecs beaucoup plus facilement que de nos réussites. Et cette collecte de preuves positives, ce journal de tes moments de valeur, c'est une façon de contrebalancer ce biais. C'est une façon de dire à ton cerveau, regarde, il y a aussi ça, il y a aussi ces moments où tu as été compétente, courageux, bienveillant à la hauteur. Ce n'est pas de la pensée positive naïve, ce n'est pas se raconter des histoires, c'est simplement apprendre à voir la réalité de manière plus complète, plus équilibrée, plus juste. Continuons. Je voudrais maintenant aborder un aspect pratique de tout ce dont nous avons parlé. Parce qu'il ne suffit pas de comprendre, il faut aussi apprendre à agir différemment. Et pour cela, il faut de la pratique, de la patience et beaucoup de bienveillance envers soi-même. Une des choses les plus simples et les plus puissantes que tu puisses faire, c'est de commencer à remarquer tes excuses automatiques. Pas pour les rouger, pas pour te dire encore je l'ai encore fait, mais simplement pour les remarquer, pour en prendre conscience, pour créer cet espace entre le réflexe et la réponse dont je parlais tout à l'heure. Pendant une semaine, par exemple, tu pourrais simplement observer. Combien de fois est-ce que tu t'excuses dans une journée? Dans quelle situation? Avec qui? Qu'est-ce que tu ressens juste avant de t'excuser? Qu'est-ce que tu ressens après? Cette observation simple, sans jugement, est déjà en elle-même transformatrice. Parce que ce qu'on remarque, on peut commencer à le choisir. Qu'on fait de manière automatique et inconsciente, on n'a pas vraiment le choix. Mais ce qu'on fait de manière consciente, même si c'est difficile, même si c'est inconfortable, on peut commencer à le modifier. Et puis, progressivement, tu peux commencer à expérimenter dans des situations à faible enjeu, dans des situations où tu te sens relativement en sécurité, tu peux essayer de ne pas t'excuser. Ou de remplacer l'excuse par quelque chose de plus juste, par exemple, au lieu de dire pardon, quand quelqu'un te bouscule dans la rue, tu pourrais simplement ne rien dire, ou dire quelque chose de neutre comme ça va. Au lieu de dire « je suis désolé de te déranger avant de poser une question », tu pourrais simplement poser ta question directement, avec politesse, mais sans excuse préalable. Au lieu de t'excuser d'avoir un avis différent de celui de quelqu'un d'autre, tu pourrais simplement exprimer ton avis en disant « pour ma part, je vois les choses différemment ». Ces petits changements peuvent sembler insignifiants, mais ils ont un impact réel sur la façon dont tu te perçois et dont les autres te perçoivent. Chaque fois que tu te retiens de t'excuser pour quelque chose qui ne méritait pas d'excuse, tu envoies un message à ton cerveau. Tu lui dis « je suis là, je mérite ma place, ma présence est légitime ». Et progressivement, au fil du temps, avec de la pratique et de la patience, ce message commence à s'inscrire. Il commence à modifier ces croyances profondes dont nous avons parlé. Il commence à renforcer cette estime de soi qui était si fragile. Je voudrais aussi parler d'un aspect qui est souvent négligé dans ce contexte et qui me semble pourtant fondamental. C'est la question des relations dans lesquelles tu t'excuses le plus, parce que ce n'est pas anodin. Tu ne t'excuses probablement pas de la même façon avec tout le monde. Il y a des personnes avec qui tu es plus à l'aise, plus toi-même, moins dans l'effacement. Et il y a des personnes avec qui cette tendance à t'excuser en première est particulièrement forte. Et ces personnes-là, ces relations-là, méritent qu'on s'y attarde. Parce qu'elles nous disent quelque chose d'important. Parfois, nous nous excusons davantage avec des personnes qui ont une certaine autorité sur nous, réelle ou perçue.
des figures d'autorité, des personnes que nous admirons, des personnes dont nous dépendons d'une façon ou d'une autre. Et dans ces cas-là, l'excuse automatique est une façon de gérer cette asymétrie de pouvoir, une façon de se placer dans une position de soumission pour éviter le conflit et maintenir le lien. Parfois, nous nous excusons davantage avec des personnes qui ont appris à profiter de cette tendance, des personnes qui, consciemment ou non, ont compris que tu t'effacerais si elles montraient un certain mécontentement. Et dans ces cas-là, la question est plus complexe parce qu'elle touche à la nature même de la relation. Il y a des relations qui sont saines, dans lesquelles les deux personnes se respectent mutuellement, dans lesquelles il y a de la place pour les deux, dans lesquelles chacun peut s'exprimer librement. Et il y a des relations qui sont moins saines, dans lesquelles le déséquilibre est chronique, dans lesquelles une personne s'efface systématiquement pour maintenir la paix. Et reconnaître dans quel type de relation on se trouve, c'est une information précieuse. Pas nécessairement pour quitter la relation, mais pour comprendre ce qui se passe, pour décider de ce qu'on veut faire avec cette information, pour éventuellement chercher à rééquilibrer les choses. Parce que tu mérites des relations dans lesquelles tu peux être toi-même, tu mérites des relations dans lesquelles tu n'as pas à t'excuser d'exister. Tu mérites des relations dans lesquelles ta présence est accueillie, pas seulement tolérée. Et si certaines de tes relations actuelles ne ressemblent pas à ça, ce n'est pas une fatalité. Les relations peuvent évoluer, les dynamiques peuvent changer, mais cela commence souvent par un changement en toi, par ta décision de te traiter avec plus de respect, de t'accorder plus de valeur, de te permettre d'occuper la place qui est la tienne. Je veux maintenant te parler de quelque chose qui me touche profondément, quelque chose que j'ai observé encore et encore dans ma pratique et dans ma propre vie. C'est la beauté et la force qui se cachent derrière cette tendance à s'effacer. Parce que je ne veux pas que tu retires de cette conversation l'idée que cette partie de toi est mauvaise, qu'elle est un défaut, qu'elle doit être éliminée. Ce n'est pas ce que je pense, ce n'est pas ce que je crois. Les personnes qui s'excusent en premier, les personnes qui s'effacent, les personnes qui placent les besoins des autres avant les leurs, sont souvent des personnes d'une grande sensibilité, d'une grande empathie, d'une grande générosité. Ce sont des personnes qui perçoivent finement les émotions des autres, qui sont attentives aux besoins de ceux qui les entourent, qui ont une capacité remarquable à se mettre à la place de l'autre. Ces qualités sont précieuses, elles sont rares, elles contribuent à rendre le monde un peu plus doux, un peu plus humain. Le problème n'est pas dans ces qualités elles-mêmes, le problème est dans le déséquilibre. Le problème est quand cette générosité envers les autres s'accompagne d'une sévérité envers soi-même. Quand cette attention aux besoins des autres s'accompagne d'une inattention à ses propres besoins. Quand cette capacité à s'effacer pour l'autre devient une incapacité à s'affirmer pour soi-même. L'objectif n'est pas de perdre ses qualités, l'objectif est de les équilibrer. D'apprendre à être aussi généreux envers toi-même que tu laisses envers les autres. D'apprendre à accorder à tes propres besoins la même attention que tu accordes aux besoins des autres. D'apprendre à occuper ta place dans le monde avec la même bienveillance que tu offres si naturellement à ceux qui t'entourent. Pense à un moment dans ta vie où tu t'es senti vraiment toi-même. Un moment où tu étais à la fois présent pour les autres et présent pour toi-même. Un moment d'équilibre, de fluidité, de justesse. Ces moments existent pour tout le monde, même s'ils sont parfois rares et même s'ils sont parfois fugaces. Ils te montrent que cet équilibre est possible. Ils te montrent que tu es capable d'être à la fois généreux et affirmé, à la fois attentif aux autres et attentif à toi-même. Et c'est vers cet équilibre que nous tendons, pas vers un effacement de qui tu es, mais vers une version plus complète, plus équilibrée, plus épanouie de toi-même. Si tu es encore avec moi à ce stade de notre conversation, je veux te remercier. Vraiment, rester présent pendant une heure de réflexion sur soi, c'est déjà un acte courageux. C'est déjà une façon de te dire à toi-même que tu mérites cette attention, ce soin, cette exploration. Et si ce contenu t'aide, je t'invite à laisser un like, à t'abonner et à partager cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. C'est une façon simple mais réelle de contribuer à ce travail. Avant de conclure, je voudrais aborder un dernier thème, un thème qui me semble essentiel pour intégrer tout ce dont nous avons parlé. C'est la question du temps. Changer des patterns profondément ancrés, modifier des croyances qui se sont formées sur des années, voire des décennies, c'est un travail qui prend du temps. Et dans notre monde d'immédiateté, dans notre monde où on veut des résultats rapides, où on veut tout changer en une semaine avec une méthode en 5 étapes, cette réalité peut être décourageante. Mais je t'invite à voir les choses différemment. Je t'invite à voir ce chemin non pas comme une course vers un objectif lointain, mais comme un voyage en lui-même. Chaque moment de conscience, chaque fois que tu remarques ton réflexe de t'excuser, chaque fois que tu te posais la question « est-ce que j'ai vraiment quelque chose à me reprocher ici ?» Chaque fois que tu choisis de t'écouter plutôt que de t'effacer est déjà une victoire.
est déjà un pas dans la bonne direction et ces petits pas accumulés au fil du temps produisent des changements réels, pas spectaculaires peut-être, pas visibles du jour au lendemain, mais réels, durables, profonds. J'ai vu des personnes qui s'excusaient pour tout et pour rien, qui s'effaçaient dans chaque interaction, qui ne savaient plus qui elles étaient, transformaient progressivement leur rapport à elles-mêmes et aux autres. Pas en devenant des personnes différentes, mais en devenant des versions plus complètes d'elles-mêmes, en retrouvant ce fil de leur propre identité, en apprenant à occuper leur place avec une présence douce mais ferme. Et cette transformation, elle n'est pas réservée à quelques-uns, elle est possible pour chacun d'entre nous, y compris toi, y compris moi, parce que nous sommes tous en chemin. Nous apprenons tous, tout au long de notre vie, à mieux nous connaître, à mieux nous comprendre, à mieux nous traiter. Et ce chemin n'a pas de destination finale. Il n'y a pas un point d'arrivée où on peut dire « voilà, j'ai fini, je suis parfait, je n'ai plus rien à apprendre ». Le chemin lui-même est la destination. La croissance elle-même est le but. Et chaque jour, chaque conversation, chaque moment de conscience, chaque choix de se traiter avec un peu plus de bienveillance est une façon de vivre ce chemin pleinement. Laisse-moi te partager une dernière réflexion avant de conclure, quelque chose que j'ai appris au fil des années et qui me semble d'une vérité profonde. La place que tu occupes dans le monde, personne d'autre ne peut l'occuper à ta place. Il n'y a qu'une seule toi, qu'un seul toi. Avec ton histoire unique, ta sensibilité unique, ta façon unique de voir les choses et de les ressentir. Et cette unicité, cette singularité, elle a une valeur. Elle a une valeur pour toi, bien sûr. Mais elle a aussi une valeur pour les autres, pour le monde. Quand tu t'effaces, quand tu t'excuses d'exister, quand tu te fais plus petit que tu ne l'es, tu pries le monde de quelque chose. Tu pries les autres de ta vraie présence, de ta vraie voix, de ta vraie façon d'être. Et c'est une perte, pas seulement pour toi, mais pour tous ceux qui t'entourent. Alors je t'invite doucement, sans pression, sans injonction, à commencer à te permettre d'être là, vraiment là, pleinement là, avec tes besoins, tes opinions, tes désirs, tes limites, avec tout ce que tu es, c'est pas seulement avec la partie de toi qui sait se rendre utile et ne pas déranger. Tu mérites d'être là, pas parce que tu as fait quelque chose pour le mériter. Pas parce que tu as été suffisamment utile ou suffisamment sage ou suffisamment parfait, mais simplement parce que tu es là, parce que tu existes. Et que ton existence a une valeur intrinsèque, une valeur qui ne dépend d'aucune performance, d'aucune utilité, d'aucune approbation extérieure. C'est peut-être la chose la plus difficile à croire, surtout si tu as passé des années à te convaincre du contraire, mais c'est aussi la chose la plus libératrice à intégrer. Et chaque petit pas vers cette conviction, chaque moment où tu choisis de te traiter comme quelqu'un qui mérite sa place, est un pas vers une vie plus libre, plus légère, plus vraie. Voilà ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Nous avons exploré ensemble les racines de cette tendance à s'excuser en premier, ces croyances formées dans l'enfance, cette estime de soi fragile et conditionnelle, cette peur du conflit qui gouverne tant de nos comportements. Nous avons parlé de la différence entre les excuses sincères et les excuses par peur. Nous avons évoqué la dissolution de soi, le syndrome de l'imposteur, l'importance de s'écouter et de développer une présence bienveillante à soi-même. Nous avons parlé de l'affirmation de soi comme d'un juste milieu entre l'effacement et l'agression. Et nous avons parlé du temps qu'il faut pour changer et de la beauté de ce chemin. J'espère que quelque chose dans ces mots a résonné pour toi. J'espère que tu repars de cette écoute avec un peu plus de compréhension de toi-même, un peu plus de bienveillance envers cette partie de toi qui s'excuse et peut-être un tout petit peu plus de permission de prendre ta place. Ce n'est pas une révolution que je te propose, c'est une évolution, douce, progressive, respectueuse de qui tu es et de tout ce que tu as traversé. Et cette évolution, elle commence maintenant, dans ce moment, avec cette prise de conscience. Merci de m'avoir accompagné jusqu'ici, vraiment. Partager ces réflexions avec toi est quelque chose qui a du sens pour moi et j'espère que cela en a aussi pour toi. Si ce contenu t'a été utile, je t'invite à t'abonner à la chaîne et à le partager avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Parce que parfois, les mots qu'on entend au bon moment peuvent changer quelque chose. Et peut-être que ces mots-là sont ceux que quelqu'un dans ton entourage attendait sans le savoir. Prends soin de toi, sois doux avec toi-même. Et rappelle-toi que tu mérites la même bienveillance que tu offres si généreusement aux autres. On se retrouve dans le prochain épisode.